Président, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Alors commençons avec cette session de printemps qui prend fin ce jeudi. Elle aura été particulièrement chargée pour le Conseil national. Oui, on peut le dire puisqu'il y aura eu donc trois séances publiques rien qu'au mois de juin. Le 15, le 22 juin et puis encore une donc à venir le 30 juin. On aura étudié pas moins de 6 textes de loi donc, lors de ces séances publiques. Donc on peut dire effectivement que le mois de juin aura été bien chargé pour le Conseil national. Et puis alors parmi les textes votés, quels sont ceux qui pour vous sont les plus importants ? Alors, c'est toujours subjectif, bien sûr, les choix, hein, mais moi, je parlerai, si je devais en retenir 2, par exemple, je parlerai de la proposition de loi consacrant le droit à l'oubli. C'est une proposition qui nous a été proposée par notre collègue Béatrice Fresco-Rolfo. Elle a suscité l'enthousiasme et le soutien de toutes les conseillères nationales et de tous les conseillers nationaux. On a beaucoup travaillé avec elle pour améliorer sa proposition, qui est devenue une proposition de loi de qualité, votée à l'unanimité des élus. Elle instaure en fait un droit à l'oubli pour les personnes qui sont gravement malades ou qui ont été gravement malades, de manière à ce qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, avoir aussi encore un futur, notamment pour obtenir des prêts bancaires, pour les dépenses courantes, pour les achats immobiliers et des droits aussi à l'assurance. Donc voilà, la balle est dans le camp du gouvernement puisque c'était une proposition de loi du Conseil national. Donc nous espérons qu'il transformera bientôt cette proposition en projet de loi pour que ça devienne la loi de la principauté. Et puis je retiendrai aussi une proposition de résolution de l'Assemblée concernant en fait la clôture budgétaire. Monaco est le seul pays, le seul État de droit en Europe à ne pas avoir un débat sur la clôture budgétaire. Alors, c'est une prérogative du souverain de clôturer le budget, et ça, bien sûr, tous les élus l'acceptent. C'est lui qui continuerait, bien évidemment, de promulguer la clôture. Mais nous souhaitons un débat avec le gouvernement sur cette clôture, car nous avons découvert cette année qu'alors que le vote de la loi de budget, qui doit contenir toutes les dépenses et toutes les recettes de l'État, est une prérogative essentielle de l'Assemblée, eh bien, nous avons découvert par un simple courrier du gouvernement de moins de 2 pages, a posteriori, qu'il avait décidé de modifier sur le budget 2021 environ 8% du budget, plus de 130 millions d'euros de dépenses nouvelles, sans concertation avec le Conseil national et sans que les Monégasques en soient informés, sans débat public. C'est inacceptable, ce n'est pas l'esprit de nos institutions. Donc nous avons demandé au gouvernement que le débat sur la clôture soit public, que tous les Monégasques en soient informés, comment sont gérés les comptes de l'État, et que bien évidemment cela se fasse dans la concertation et le vote du Conseil national. Voilà, nous avons un projet de loi du gouvernement qui ne nous satisfait pas pour le moment sur ce sujet. Nous allons l'amender profondément et j'espère que le gouvernement entendra la demande unanime de tous les élus des Monégasques. Et puis, il y a également un projet de loi qui a fait l'objet d'un retrait de la part du gouvernement. Oui, alors vous savez que notre Constitution est basée sur la recherche du consensus et justement par le dialogue et la concertation entre le gouvernement et le Conseil national. Nous y arrivons, il faut bien le dire, la plupart du temps. D'ailleurs, depuis le début de notre mandat en 2018, nous y sommes toujours parvenus, mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, effectivement. C'est un texte qui concernait les inéligibilités, les incompatibilités, notamment avec le mandat de conseiller national. Voilà, Monaco, pour nous, est un pays à nul autre pareil. Nous sommes un pays qui a des particularismes importants, il faut les préserver. Il faut bien se garder de reprendre des lois qui concernent les grands pays et de les appliquer à Monaco sans adaptation. Eh bien, voilà un exemple. Donc, bien sûr, il y a des incompatibilités importantes dans les grandes nations, de 50 millions, de 60 millions d'habitants. Nous n'avons que moins de 10 000 Monégasques. Et parmi ces 10 000 Monégasques, si vous enlevez les moins de 25 ans qui ne peuvent pas se porter candidat, les personnes très âgées, vous arrivez à quelques petits milliers de candidats possibles. La moitié en plus de nos compatriotes actifs sont fonctionnaires. Donc interdire ou quasiment interdire, ça revient au même, à tous ceux qui ont des responsabilités dans l'administration de se présenter aux élections, c'est inacceptable pour les élus des Monégasques. Inacceptable parce que c'est d'abord les priver d'un droit civique important, c'est priver les Monégasques de leur liberté de choisir leurs élus, mais c'est aussi affaiblir le Conseil national. Évidemment, si la qualité, la quantité, la diversité des candidats est moindre, on comprend bien que l'Assemblée pourra moins exercer les prérogatives prévues par elle. Donc c'est en fait affaiblir tout notre système institutionnel. Nous n'avons donc pas cédé.
nous avons considéré qu'il y avait certes quelques postes qui étaient incompatibles, mais pas tous. Et le gouvernement a préféré retirer son projet de loi. C'est étonnant d'ailleurs, c'est étonnant parce que nous avions accepté d'ajouter quelques postes supplémentaires à la loi actuelle, et en retirant le texte, de fait c'est la loi qui s'applique d'avant, et donc nous on est très satisfaits parce que cette loi elle comporte encore moins de postes incompatibles et inéligibles. Vous savez, on a aussi, nous, pris des mesures en interne, avec un déontologue. Nous avons créé donc des critères et des règles de déontologie. Et la crainte du gouvernement n'est pas réaliste, en fait. Parce que le gouvernement, lui, il craint que des fonctionnaires ou des chefs de service, par exemple, puissent venir au Conseil critiquer la politique du service qu'ils gèrent. Mais cela est impossible avec nos règles de déontologie. C'est ça la bonne réponse. C'est que nous avons rendu donc impossible à un élu d'intervenir sur un dossier où il est directement concerné. Donc il n'y a pas un chef de service, par exemple, du tourisme, jamais ne pourrait parler au Conseil de politique du tourisme, ni en séance privée, ni en séance publique. Voilà. Donc nous avons tenu bon et fermement, car il n'est pas question pour nous de lâcher sur ces principes fondamentaux. Et puis alors, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Un texte qui est d'ailleurs très attendu ce jeudi, l'examen du projet de loi portant réforme du statut des fonctionnaires. C'est un texte important. Selon vous, quelles sont les principales avancées ? Oui, alors c'est un texte très important. D'ailleurs, ça sera un de ceux qui marqueront l'histoire du Parlement, car ça fait 11 ans, depuis 2011, que ce texte a été déposé. Nous l'avons étudié très activement depuis le début du mandat, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. C'était important pour les élus que ce texte marque de réels progrès. Il ne s'agissait pas pour nous d'avoir, si vous voulez, un texte un peu affichage. Il fallait vraiment que les fonctionnaires, une fois votés, puissent se rendre compte que ce texte marque des avancées concrètes et réelles pour eux. Donc d'où la lenteur de ces négociations, de ces discussions, pour arriver enfin à cet accord donc, des volontés. Nous y sommes. Alors, c'est très subjectif de résumer un texte aussi long, aussi important en quelques phrases. Si je devais retenir quelques avancées majeures, je dirais la consécration dans la loi des primes de vacances et des primes de fin d'année. Donc désormais, ça sera inscrit dans le marbre, on ne pourra pas revenir en arrière. Et en plus, nous avons obtenu une majoration de 10% de ces primes, donc je sais que ça sera très apprécié par les fonctionnaires. Après, donc, nous avons voulu permettre de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle par un allongement du congé maternité, du congé paternité, du congé d'adoption, par la création d'un congé pour les aidants familiaux, ceux qui prennent un trimestre, par exemple, pour se consacrer à leurs parents âgés, pourront bénéficier effectivement d'un congé pour aidants familiaux. Et puis nous avons voulu favoriser la mobilité dans l'administration. C'est, je crois, une attente forte des fonctionnaires. Nous avons obtenu, ça a été long, mais le gouvernement a fini par accepter que toute création de postes désormais dans l'administration ou pourvoi de nouveaux postes passe d'abord par une circulaire, c'est-à-dire par un texte accessible aux seuls fonctionnaires, donc qui sont pour la grande majorité des monégasques. Donc c'est à la fois favoriser par rapport à ceux qui viendraient de l'extérieur la mobilité interne des fonctionnaires, et c'est aussi renforcer la priorité nationale pour les monégasques dans la fonction publique. On a aussi voulu prendre mieux en compte des postes un peu techniques, des postes d'experts qui ne peuvent pas justement bouger d'un service à l'autre. On pense par exemple aux informaticiens. Donc là, ils auront une meilleure reconnaissance aussi de l'ancienneté quand réellement leur spécificité leur empêche d'avoir de la mobilité. Peut-être un dernier point important, une meilleure prise en compte des heures supplémentaires et des astreintes, c'était aussi très attendu par les fonctionnaires. Et puis bien sûr l'instauration du télétravail de manière absolument officielle dans l'administration. Autre texte, Président, également très important, notamment pour le développement de l'économie numérique, un projet de loi relatif à la blockchain. Oui, vous savez qu'on attache beaucoup d'importance. On a créé une commission en 2018 pour le développement du numérique, présidée par Franck Julien, qui est un président très compétent, très investi, dont nous voulons accompagner cette importante évolution
technologique et économique pour Monaco. On doit rester attractif. Pour ça, il faut se doter de textes modernes qui tiennent compte des nouvelles technologies. La blockchain, évidemment, en est une importante. Voilà, donc nous voulons effectivement voter, et nous allons voter un texte qui, à la fois, permet de développer ces nouvelles technologies en principauté pour accompagner le développement de notre économie, mais en même temps, protéger les investisseurs et créer un cadre légal qui protège la réputation de la principauté, par exemple contre toute tentative de blanchiment d'argent sale. Donc un texte important pour l'évolution numérique de Monaco. Et puis alors, beaucoup de projets dont on parle beaucoup, notamment également celui du projet de loi de désaffectation de l'esplanade des pêcheurs. Oui, nous avons reçu cet important projet de loi courant du mois d'avril. Nous avons déjà réuni alors 2 fois le Conseil national entre nous et une fois donc une 3e réunion qui a réuni à la fois le gouvernement, le promoteur et l'ensemble des élus. Notre but au Conseil national est de protéger encore mieux les intérêts de l'État. C'est un terrain exceptionnel, sans doute le dernier grand terrain constructible en principauté de Monaco, très bien placé sur la mer. Il est important que ce patrimoine, ce terrain qui appartient au patrimoine de l'État, donc de tous les monégasques, de toutes les familles monégasques, soit valorisé de la meilleure manière possible, que nous en tirions les contreparties les plus importantes et les sommes les plus importantes pour le budget national. Nous avons donc formulé de nombreuses remarques et des demandes importantes au gouvernement. La balle est désormais donc dans le camp du gouvernement. Nous ne serons clairement pas en mesure de voter ce texte le 30 juin. Nous attendons donc les réponses à nos demandes pour mieux protéger l'intérêt de l'État de la part du gouvernement. Et puis, une importante commission d'attribution de logements domaniaux a eu lieu il y a peu. Alors, on comprend qu'il n'y a pas encore assez d'appartements disponibles par rapport à la demande. On a lu également sur les réseaux sociaux qu'il y avait des remarques de certains attributaires concernant les loyers et les charges dans cette première tour Testimonio 2. Oui, alors après la dernière commission d'attribution qui s'est tenue il y a un peu moins de 15 jours, je dirais que mon sentiment est un peu mitigé. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors si on commence à le voir à moitié vide, moi je ne peux pas être satisfait, bien sûr, que environ donc, sur 500 demandes, 200, un peu plus de 200 aient été satisfaites. C'est 40%, c'est 2 fois plus qu'il y a un an sur la commission d'avant, c'est mieux. On commence à sentir les effets bénéfiques de la nouvelle politique du logement, de la priorité nationale que nous avons demandée dès 2018 après notre élection, que le prince souverain a décidé de faire figurer dans le plan national au logement qu'il a annoncé en mars 2019. Mais effectivement, c'est encore insuffisant. Donc il faudra attendre la prochaine commission d'attribution pour véritablement voir tous les bienfaits de la nouvelle politique, puisque là, nous aurons plus de 300 appartements neufs, donc avec la 2e tour, Testimonio 2 bis, avec aussi notamment le Palais Honoria. Donc on peut dire que l'appel à candidature, c'est du 29 août au 29 septembre. Donc il faut inviter tous ceux qui n'ont pas pu être satisfaits à postuler. Et cette fois-ci, la quasi-totalité des demandes seront satisfaites. Renforcées encore en 2023 dans le 2e semestre par la livraison notamment du Grand IDA, de nombreuses opérations intermédiaires. Donc on peut dire que oui, nous avons mangé notre pain noir et le temps de la moisson et des résultats est devant nous. L'année 2023 sera la bonne, celle où tous les foyers monégasques dont la situation le justifie seront bien logés dans leur pays. Alors j'entends aussi votre 2e remarque, et donc des monégasques qui peuvent trouver que les loyers donc, de Testimonio 2 sont élevés ou les charges sont élevées. Le Conseil national a toujours demandé au gouvernement d'être raisonnable, de faire preuve effectivement de modération et de raison dans les augmentations de loyers et de charges des nouveaux immeubles. Mais je crois que la modération et la raison, il faut aussi la demander à tous, aux élus et aux monégasques. Si vous regardez les prix donc, des loyers et des charges, bien sûr, ils sont plus importants que dans des immeubles de première génération, ça va sans dire, comme l'Herculis, les Mélèzes, les Cèdres, par exemple, ou même de génération un peu plus récente, mais beaucoup plus ancienne que celle de Testimonio, comme par exemple les eucalyptus à Fontvieille. Mais les prestations ne sont pas les mêmes. Donc ces loyers restent, par exemple, inférieurs nettement à des loyers d'appartements comparables dans les communes françaises de Beau-Soleil, de Cap-d'Aille ou de Roquebrune. Je rappelle aussi, je comprends que des foyers qui ont des revenus modestes trouvent ces loyers importants. Mais je leur rappelle qu'il existe l'aide nationale au logement, c'est-à-dire que le principe, c'est très juste. On paye selon ses moyens son loyer dans les domaines. 20%, seulement 20% de ses revenus
doivent être consacrés à son loyer. Donc si des Monégasques ont des revenus plus importants, ils peuvent se payer ces 20% et ce loyer. S'ils ne l'ont pas, l'État donnera la différence. Donc restent les charges. Mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais les charges sont aussi en grande partie prises en compte par l'aide pour ceux qui en ont besoin. Quand vous avez l'aide nationale au logement, vous avez aussi 20% de votre loyer qui vous est donné en aide pour les charges. Donc pour ceux qui en ont besoin, une part importante de ces charges seront également payées par l'État, mais pas pour les autres. Quand on a un revenu qui permet de consacrer 20% en payant son loyer et ses charges, il n'y a pas de raison que cet effort minimum ne soit pas demandé à toutes les familles monégasques. Je le dis là, il ne faut pas faire de démagogie, il faut parler vrai, et il faut demander à tous d'être raisonnables. Voilà, je crois qu'il y a aussi des possibilités pour ceux qui vraiment ne veulent pas ces prestations, une vue exceptionnelle, des prestations de très haut niveau avec des matériaux très modernes qui ont un coût, bien, elles peuvent échanger. D'ailleurs, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Quelques familles, quelques foyers préfèrent échanger. Très bien. Dans ce cas-là, ils pourront aller dans des immeubles de première ou de deuxième génération. Ils auront des loyers inférieurs, des charges inférieures, des prestations inférieures, une vue inférieure. Et tout sera juste et équitable. Donc chacun pourra trouver sa solution dans le système domanial. Avant de clôturer cet entretien, Président, vous venez de recevoir vos homologues présidents des petits États d'Europe. Cela a été un grand succès. D'ailleurs, on verra un petit clip en fin de cette émission. Puis maintenant, vous enchaînez avec une visite au Sénat début juillet. Vous semblez beaucoup tenir à ces échanges interparlementaires. Oui, absolument. Ils sont très importants, ces échanges. Ils permettent de créer des relations d'amitié, de proximité entre les parlementaires européens et les parlementaires monégasques. Donc nous avons pu le constater, hein, c'était la 15e conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe. Il y a aujourd'hui vraiment des spécificités qu'on défend en commun dans les instances internationales parlementaires, comme notamment au Conseil de l'Europe. Et puis bien sûr, on attache beaucoup d'importance à l'amitié avec les députés et les sénateurs français. Donc on avait reçu le groupe d'amitié de l'Assemblée nationale à Monaco. Cette fois-ci, nous nous déplaçons donc effectivement les 5 et 6 juillet prochains au Sénat. Nous rencontrerons le groupe d'amitié, donc une trentaine de sénateurs, présidé par la sénatrice des Alpes-Maritimes, Madame Dominique Sassone-Estrosi. Puis j'aurai le privilège aussi, la chance de pouvoir m'entretenir en tête-à-tête avec le président du Sénat, Gérard Larcher, que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis de nombreuses années et avec qui j'entretiens de bonnes relations. Ce sera l'occasion de faire un point sur les relations parlementaires entre le Sénat et le Conseil national, de parler, je n'en doute pas, d'une actualité politique française qui est un petit peu compliquée en ce moment.